si vous voulez aller écouter le chapitre 1 et voir le live d'hier, il est en ligne, je l'ai publié tout à l'heure sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez les replays des lives sur ma chaîne. Voilà. Coucou Amy, voilà, bonsoir tout le monde. Eh bien, bienvenue à toi la mentale, si le live te plaît. Voilà, je vous connais Supranational JP Franceschi. Je connais pas du tout, si tu veux, tu peux nous expliquer. Ah oui, sur la supraconscience, ok. Merci beaucoup pour les likes. Ouais, merci beaucoup. N'hésitez pas à tapoter à fond sur le live, le temps que tout le monde arrive. Voilà, alors d'habitude, on fait les lives un peu plus tard, comme je vous disais, mais voilà, là, on va commencer. Les prochains seront vers 20h. On va voir si on continue sur cet horaire-là, mais je trouvais que c'était pas mal parce que 21h, 21h30, ça fait trop tard après. Donc voilà. Donc merci beaucoup à tous ceux qui tapotent. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a vu hier. Voilà. Donc là, on va démarrer le chapitre 2 et hier, du coup, et je vais vous montrer... Alors, voilà, hier, on a lu l'intro, donc l'introduction et le chapitre 1, voilà, les armes de l'influence. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'aviez déjà lu, celui-là, si vous connaissiez ce livre ou pas. Il est vraiment bien, on n'a eu que des bons retours. Là, on va lire la réciprocité, donc le donnant-donnant. Voilà. Et ce livre, en fait, il nous permet de connaître toutes les techniques de persuasion, toutes les techniques qui nous amènent à dire oui, en fait, qui nous amènent à adhérer à quelque chose, à acheter quelque chose, voilà, à pouvoir, en fait, toutes les techniques un peu psychologiques qui permettent d'être plus persuasif, de manipuler, entre guillemets, etc. Voilà. Donc dans ce livre, le livre dévoile les secrets psychologiques qui se cachent derrière notre tendance à nous laisser influencer, ainsi que tous les moyens employés par les spécialistes de la manipulation, et montre comment les battre à leur propre terrain. Voilà. Grâce à ce livre, vous ne direz plus jamais oui alors que vous pensez non. Voilà, donc c'est le livre qu'on est en train de découvrir. Hop, on va recommander de lire ce livre. Alors, ah, bah écoute, mollo, n'hésite pas, si tu veux, tu peux écouter le live d'hier qui est sur YouTube. Déjà, ça va te donner une idée puisqu'on a lu l'introduction et le chapitre 1. Après, tu vois, c'est un livre qui est quand même il est quand même assez rapide à lire. C'est un petit livre et je pense que ça pourrait vraiment t'apporter pas mal d'infos. Pas mal d'outils, de techniques pour vendre et tout ça, quoi. Il donne beaucoup d'exemples, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur le live. Voilà. Tac. Je vais remonter parce que j'ai pas vu tous les commentaires. Hop. Voilà. Bonsoir tout le monde. Hop, hop, hop. Je crois que... Ah oui, voilà. Coucou Rafara. Comment tu vas? Voilà. Hop, je crois que j'ai loupé personne d'autre. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Oui, c'est ça. Donc le livre, je vous le remonte, c'est Influence et manipulation. Vous avez la nouvelle version, donc la nouvelle version du livre, la nouvelle édition, c'est Influence et persuasion. Et vous l'avez, donc je l'ai mis dans ma liste de livres à recommander, donc vous l'avez sur mon lien en bio. Donc vous pouvez aller sur mon profil, dans le lien en bio, vous avez un lien avec ma liste des livres de développement personnel que je recommande et qui m'ont été recommandés, etc. Et vous pouvez le retrouver dessus si vous voulez. Voilà. Donc ce soir, alors on va démarrer du coup la lecture du chapitre 2. Alors on va pas tout lire ce soir parce qu'il est assez long. Tac. Ouais, donc on va en lire une partie, on verra où on s'arrête, mais on en lira la moitié, quoi. Hop, ça va, merci beaucoup. Ça va. Bonsoir Juanma. Bonsoir tout le monde.
Donc n'hésitez pas à tapoter à fond le temps que tout le monde arrive. Voilà. C'est ça. Donc ça, après, voilà, ce livre, il s'appuie sur des études scientifiques, des études psychologiques. On a, donc c'est l'auteur Robert Cialdini a étudié en fait toutes ces techniques de persuasion dans plein de domaines différents, que ce soit dans la vente, la politique, voilà, dans plein de domaines. Et il en a en fait, il a écrit ce livre en classifiant en 6 catégories, en fait, les grandes techniques de persuasion. Du coup, je vais vous les remontrer. Donc, on a la première, c'est la réciprocité. Ensuite, on a l'engagement et cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité, la rareté. Voilà, de ce que j'ai compris. Donc, ce sont les 6. Et là, donc, on va lire la réciprocité. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Non, je parle un peu espagnol, mais vraiment, vraiment peu, quoi. Voilà, j'ai un niveau basique. Voilà, voilà. Bah écoute, la mentale, tu pourras, pas de honte, t'inquiète pas. Tu n'hésites pas à revenir sur les lives, tu peux t'abonner. De toute manière, on va lire encore plein de livres. Donc on en a lu déjà beaucoup. Tout ce duo, on va les lire. Et il y en aura d'autres en plus. Voilà. Et peut-être qu'on relira d'autres livres qu'on a lus il y a longtemps. Et voilà, si vous intéresse, on pourra revenir dessus. Il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, alors... Ok, à bientôt, ouais. Voilà, donc on va lire. Donc je vais démarrer le chapitre 2. Alors je fais des petites pauses de temps en temps. Je regarde vos commentaires, comme d'habitude. Hein, ceux qui sont là depuis longtemps le savent déjà. Hop, mais je le répète hein, pour les nouveaux. Bhagavad Gita. Oui, alors je connais, enfin, je connais pas vraiment le concept, mais on en a pas mal parlé, ouais. On en a pas mal parlé. Voilà. Alors, donc, bonne... yes, aucun souci. Bonne soirée, la mentale. Bonne soirée. Alors, donc, chapitre 2, la réciprocité ou donnant-donnant et reprenant. Alors, payez chacune de vos dettes comme si votre créancier était Dieu le Père. Ralph Waldo Emerson. Il y a quelques années, un professeur d'université se livra à une petite expérience. Il envoya ses vœux pour Noël à un certain nombre de gens qui lui étaient parfaitement inconnus. Il s'attendait bien à une réaction, mais celle-ci dépassa toutes ses espérances. Il reçut une avalanche de cartes de vœux de la part de gens qui ne le connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. La grande majorité de ceux qui avaient répondu à sa carte ne cherchaient pas à savoir qui était ce professeur inconnu. Ils avaient reçu une carte de vœux. Clic, automatiquement. Ils en envoyaient une en retour. Bien qu'à une échelle réduite, cette étude montre très bien l'action de l'une des plus puissantes des armes d'influence, la règle de la réciprocité. La règle est qu'il faut s'efforcer de payer de retour les avantages reçus d'autrui. Si quelqu'un nous rend service, nous devons lui rendre service à notre tour. Si un ami nous envoie un cadeau pour notre anniversaire, nous n'oublierons pas de faire de même. Nous n'oublierons pas de faire de même pour le sien. Si nous recevons une invitation, nous devons la rendre. Par la seule vertu de la règle de réciprocité, nous voilà donc obligés à tout cela. Cadeaux, invitations, services et le reste. Il est considéré comme normal que le fait de recevoir crée une dette, d'où le double sens du mot « obligé » dans un grand nombre de langues. La règle de la réciprocité, avec le sentiment d'obligation qui l'accompagne, est remarquable surtout par son extension. Elle est si répandue que, après une étude approfondie de la question, le sociologue Alvin Goulner en arrive à la conclusion qu'aucune société humaine n'y échappe.
Et dans chaque société, elle est sans exception. Elle s'applique à tous les échanges, quels qu'ils soient. Il se pourrait bien que la notion de dette, dérivée du principe de réciprocité, soit une propriété spécifique de la société humaine. L'archéologue Richard Leakey voit dans la règle de la réciprocité l'essence même de notre humanité. Nous sommes humains parce que nos ancêtres ont appris à mettre en commun compétences et nourriture dans le cadre d'un réseau d'obligations mutuelles. Les anthropologues Leonard Tiger et Robin Fox voient dans ce tissu d'obligations un mécanisme d'adaptation spécifique de l'homme, permettant la division du travail, l'échange de différentes sortes de produits, de services, ce qui permet la spécialisation, et la création d'interdépendances qui rassemblent les individus en unités très performantes. C'est le dynamisme inhérent au sentiment de dette qui joue un rôle capital dans le progrès culturel tel que les envisagent Tiger et Fox. Dans l'évolution des sociétés humaines, le sentiment puissant et largement partagé qu'une obligation nouvelle serait créée changeait tout, puisqu'un individu pouvait donner quelque chose à son semblable, que ce soit des aliments, de l'énergie ou des soins, avec l'assurance que ce n'était pas en pure perte. Pour la première fois dans l'histoire de l'évolution, un individu pouvait se séparer d'une partie de ses ressources sans les abandonner vraiment. Ainsi s'effacer les inhibitions naturelles qui s'opposaient aux transactions, car il faut bien, pour qu'il y ait transaction, qu'un individu commence par proposer ses ressources personnelles à un autre. Des systèmes complexes d'aide, de cadeaux, de protection et d'échange devinrent possibles, pour le plus grand profit de ces sociétés. La règle de la réciprocité est donc très importante pour les capacités d'adaptation des sociétés. C'est pourquoi elle sera ancrée en nous au cours des différentes étapes de notre socialisation. Pour illustrer à quel point des obligations réciproques peuvent entraîner des répercussions à la fois profondes et à long terme, je ne connais pas de meilleur exemple que celui d'une incroyable histoire d'aide humanitaire échangée entre le Mexique et l'Éthiopie. En 1985, cette dernière pouvait légitimement prétendre au triste record mondial de la souffrance et de la misère. Son économie était en ruine, ses ressources alimentaires dévastées par des années de sécheresse et de guerre civile. Par milliers, ses habitants mouraient de famine ou de maladie. Je n'aurais pas été étonnée d'apprendre que le Mexique apporte $5 000 à ce pays en détresse. Mais je reste bouche bée quand je lus la dépêche mentionnant avec précision que cette aide était dirigée dans le sens inverse. Les responsables de la Croix-Rouge éthiopienne avaient réuni des fonds pour porter secours aux victimes du tremblement de terre survenu cette année-là à Mexico. En raison d'un trait de caractère qui empoisonne mon existence personnelle, mais représente un atout dans mon activité professionnelle, je n'ai qu'une envie chaque fois qu'un comportement humain me déroute, chercher à comprendre. Je tâchais donc d'en savoir plus. Par chance, un journaliste, surpris comme moi par l'initiative éthiopienne, avait sollicité des explications. Les délais obtenus corroborent de manière éloquente la règle de la réciprocité. Malgré l'immensité des difficultés accablant l'Éthiopie, ce pays avait adressé de l'argent au Mexique, en souvenir de son soutien lors de l'invasion italienne en 1935. Maintenant éclairé sur la question, je demeurais bouche bée, mais n'étais plus intriguée par la nouvelle. Le besoin de réciprocité avait passé outre la distance, la famine, le profond fossé culturel et l'immédiat intérêt individuel. Après un demi-siècle, comme si cela allait de soi, et nonobstant tous les facteurs adverses, l'obligation avait triomphé. Une chose est sûre, les sociétés humaines acquièrent un grand avantage sur leurs concurrentes
du fait de la règle de la réciprocité, et c'est pourquoi elles apprennent à leurs membres à s'y plier sans la mettre en cause. Chacun de nous a intégré la règle et connaît les sanctions sociales qui frappent les contrevenants. Le terme utilisé à leur encontre sont chargés de connotations péjoratives. On les appelle les ingrats, les profiteurs, les resquilleurs. Comme ceux qui prennent sans s'efforcer de donner en retour, encourent la réprobation générale, nous sommes prêts à tout pour éviter d'être comptés dans leur nombre. C'est là que nous nous laissons prendre au piège par des individus qui cherchent à profiter de notre sentiment d'obligation. Pour comprendre comment la règle de la réciprocité peut être exploitée par qui connaît son pouvoir d'influence, arrêtons-nous un instant sur une expérience réalisée par le professeur Dennis Regan de l'université de Cornell. Un sujet devait apprécier la qualité de certains tableaux dans le cadre d'une expérience sur les jugements artistiques. Un autre sujet prenait part à l'expérience. C'était en réalité l'assistant du docteur Regan. Appelons-le Joe. Pour ce qui nous intéresse, l'expérience se déroulait suivant deux schémas différents. Dans certains cas, Joe avait une petite attention pour le sujet. Pendant une pause, il quittait la pièce quelques minutes et rapportait 2 bouteilles de Coca-Cola, une pour lui, une pour le sujet, en disant « J'ai demandé si je pouvais aller chercher un Coca, et on m'a dit que oui, alors j'en ai pris un pour vous. » Dans d'autres cas, Joe ne faisait rien de spécial pour le sujet. Il revenait les mains vides. Pour le reste, son comportement était identique dans les deux cas. Par la suite, lorsque les tableaux avaient tous été notés et que l'expérimentateur s'absentait un moment de la pièce, Joe demandait au sujet de faire quelque chose pour lui. Il expliquait qu'il vendait des billets de loterie et que s'il en vendait beaucoup, il gagnerait une prime de 50 $. Ce que Joe demandait au sujet était d'acheter des billets à 25 cents pièce. Le nombre que vous voulez. Le principal résultat de l'expérience est le nombre de billets achetés à Joe, dans les deux cas que nous avons décrits. Il apparaît très clairement que Joe réussissait mieux auprès des sujets qui avaient reçu quelque chose de lui. Ayant apparemment le sentiment de lui devoir quelque chose, ces sujets-là achetèrent 2 fois plus de billets que ceux qui n'avaient rien reçu. L'étude de Regan n'est qu'une illustration très simple des mécanismes de la règle de réciprocité, mais elle met en évidence plusieurs de ses caractéristiques importantes, qui nous permettront par la suite de comprendre comment on peut l'utiliser profitablement. Hop. Alors, je vous remonte le livre qu'on est en train de lire. Donc, c'est Influence et manipulation. Alors, je regarde vos commentaires. Alors, attendez, je vais chercher de l'eau, je reviens. Voilà. Hop, voilà. Alors, donc bonsoir tout le monde. Hop. Bonsoir Teki, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Yes, donc Influence et manipulation, donc c'est le livre qu'on est en train de découvrir. Donc vous voyez, là on est sur la règle de la réciprocité, donc le donnant-donnant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez remarqué que ça fonctionne, le donnant-donnant, même sans faire attention. Est-ce que quand vous donnez en premier, la relation, est-ce que vous avez une meilleure relation? Est-ce que lorsque vous demandez quelque chose ensuite, les personnes le font?
n'hésitez pas à nous partager. Voilà. Dans la relation humaine est très nécessaire pour éviter l'égoïsme. Oui, exactement. Voilà, alors après, c'est important pour... c'est ça, éviter l'égoïsme et développer la société en fait. Donc tout n'est pas... on le fait parfois par bon cœur et parce que c'est important de donner. Et la règle fait que quand on donne, on reçoit toujours en retour d'une manière ou d'une autre. Après là, c'est tourné, vous voyez, il est dit comment est-ce qu'on peut l'utiliser profitablement. Donc après, évidemment, l'objectif, c'est pas d'être un méga calculateur et de faire ça de cette manière-là, mais si par exemple vous êtes dans un environnement, enfin vous avez par exemple, vous devez échanger avec quelqu'un et vous devez lui demander quelque chose, vous avez une réunion, une réunion importante, bon ben voilà, comment est-ce que on peut installer déjà des premières actions qui font qu'ensuite vous aurez plus facilement ce que vous souhaitez, voilà. Mais après, évidemment, il faut donner... bah écoute, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, t'es qui? Je regarderai ça. Et merci beaucoup. Et comme ça, je pourrai les montrer en live, évidemment. Voilà. Donc je te répondrai en message, hein, voilà. Coucou cette casse à cœur, coucou César Palace. Voilà, donc on continue la lecture. Et merci beaucoup en tout cas. Et merci à tous ceux qui tapotent à fond sur le live. Merci beaucoup. N'hésitez pas à tapoter. Voilà. Et hop. Merci beaucoup. Alors, je continue. Donc, on en est là. Force de la règle. Et d'ailleurs, vous avez le chapitre... Alors, avant de reprendre, vous avez le chapitre 1. J'ai publié le live d'hier sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez le chapitre 1 en replay. Le live d'hier, donc, sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas si vous voulez... si vous avez loupé hier, vous pouvez revisionner la vidéo. C'est sur ma chaîne YouTube. Alors, donc, force de la règle. Si la réciprocité peut si bien être utilisée pour déclencher certains comportements, c'est parce qu'elle recèle d'une grande puissance d'action. La règle possède une force suffisante pour produire une action positive à une requête qui, sans ce sentiment d'obligation provoquée, aurait été repoussée. Un autre aspect de l'enquête de Regan montre comment la règle de réciprocité peut surpasser en influence d'autres facteurs qui, normalement, déterminent notre consentement. Regan ne s'intéressait pas seulement à l'effet de la règle de réciprocité. Il voulait voir dans quelle mesure la sympathie que l'on ressent pour une personne incite à faire ce qu'elle demande. Pour mesurer combien l'opinion que les sujets avaient de Joe influençait leur décision d'acheter ou non des billets, Regan leur fit remplir des questionnaires d'évaluation au sujet de Joe. Chez ceux qui le trouvaient sympathique, il y avait une tendance significative à acheter plus de billets de loterie. Cela n'a rien de surprenant en soi. On pouvait parier que les gens seraient plus disposés à obliger quelqu'un qu'ils trouvaient sympathique. Mais l'intéressant dans cette expérience, c'est que l'effet de sympathie disparaissait complètement dans le cas où les sujets avaient reçu de Joe une bouteille de Coca-Cola. Pour ceux qui avaient bénéficié de ce geste, qu'ils trouvent Joe sympathique ou non n'avait aucune importance. Ils se sentaient à son égard une obligation, et ils s'en acquittaient. Les sujets dans ce cas, qui avaient indiqué qu'ils ne trouvaient pas Joe sympathique, achetaient autant de billets que les autres. La règle de la réciprocité était donc puissante au point d'annihiler l'influence qu'un facteur normalement déterminant, la sympathie éprouvée pour le solliciteur. Pensez aux conséquences de cette découverte. Les gens que nous trouverions normalement déplaisants, les représentants désagréables ou opportuns, les connaissances antipathiques, les envoyés d'organismes étranges ou mal vus, peuvent augmenter considérablement leurs chances de nous faire ce qu'ils veulent en nous obligeant, d'une façon ou d'une autre, avant de présenter leur requête.
Prenons un exemple aujourd'hui familier à beaucoup d'entre nous. L'Association pour la conscience de Krishna est une secte orientale dont la lointaine origine remonte à la ville indienne de Calcutta. Mais son histoire moderne et sa célébrité commencent dès les années 70, époque où elle connaît une expansion extraordinaire, tant en nombre de disciples qu'en biens mobiliers et immobiliers. Cette expansion économique s'est appuyée sur un ensemble d'activités dont la principale et la plus apparente est la quête dans des lieux publics. Au début de son implantation aux États-Unis et en Europe, la sollicitation des passants se faisait d'une façon assez spectaculaire. Des groupes de disciples de Krishna se présentant, souvent la tête rasée, revêtus de robes informes, agitant des chapelets et des cloches, quêtaient dans une rue centrale, psalmodiant en se balançant à l'unisson. Donc je vous montre, c'est eux. Voilà. Cette technique, quoique très efficace pour attirer l'attention, ne donnait pas de bons résultats. Le citoyen moyen considérait les Krishnas comme des gens pour le moins étranges et se montrait peu enclin à leur donner de l'argent. Il apparut assez vite que la secte avait un problème de relations publiques. Les gens qu'on essayait de mettre à contribution n'aimaient ni l'apparence ni le comportement des membres. Si l'association avait été une organisation commerciale ordinaire, la solution aurait été toute trouvée. Changer ce que les gens n'aimaient pas. Mais Har Krishna est une organisation religieuse et la façon de s'habiller et de se comporter de ses membres a une signification religieuse. Comme quelle que soit la confession considérée, ce genre de facteur a une grande rigidité et ne saurait être modifié simplement pour obéir à des considérations d'ordre terrestre. Les dirigeants de Krishna se trouvaient placés devant un dilemme. D'un côté, des faits religieux tels que croyances, vêtements, coiffures, de l'autre, menaçant la survie financière de l'organisation, les sentiments plus que mitigés du public à l'égard de ces faits. Que faire ? Alors, la solution, donc je finis là et puis je vous remonte ça. La solution adoptée fut excellente. La secte changea de tactique et fit en sorte qu'il ne soit plus nécessaire d'éprouver des sentiments positifs envers ses quêteurs. Ceux-ci commencèrent à utiliser une technique de sollicitation qui mettait en jeu le principe de réciprocité, lequel, comme le montre l'étude de Reagan, est assez puissant pour rompre inopérante l'antipathie envers le solliciteur. La nouvelle stratégie consiste toujours à solliciter des contributeurs dans des lieux publics où passent de nombreux piétons, en particulier les aéroports, mais à présent, avant d'être sollicité, la personne visée par le groupe reçoit un cadeau, un livre, en général le Bhagavad Gita. D'ailleurs, on en a parlé. Le journal de la société ou la version la plus rentable de cette opération, une fleur. Donc vous voyez, donc vous avez du coup dans les années 60-70 donc les adeptes qui faisaient la quête de manière ostensible, donc vraiment juste en se montrant, en faisant une quête, et après à droite, ils ont changé leur technique en donnant quelque chose, une fleur, un livre à une personne, et donc par le principe de réciprocité, cette personne, elle va se sentir obligée d'aller donner quelque chose d'autre en retour. Même si la personne est contrariée ou n'a pas les mêmes principes, les mêmes croyances, etc. quoi. Alors, hop. Alors, le passant, sans méfiance, se retrouve soudain avec une fleur dans la main.
On ne lui permet en aucun cas de refuser, même s'il affirme qu'il n'en veut pas. Non, c'est un cadeau pour vous, dit le quêteur, qui refuse de la reprendre. Ce n'est que lorsque le membre de Krishna a créé une situation favorable à la réciprocité qu'il sollicite une contribution en faveur de son mouvement. Cette stratégie don-requête a été extrêmement fructueuse pour le mouvement Krishna qui, grâce à ses gains d'une ampleur nouvelle, possède maintenant quantité de temples, sociétés et propriétés dans ses 108 centres établis aux États-Unis ou à l'étranger. Signalons d'ailleurs que la règle de la réciprocité a perdu de son utilité pour les Krishnas. Ce n'est pas qu'elle soit moins contraignante qu'avant, mais nous avons trouvé des moyens pour empêcher la secte de l'utiliser contre nous. Après avoir succombé une fois à cette tactique, beaucoup de voyageurs repèrent la présence des quêteurs de Krishna en costume, s'arrangent pour les éviter et se préparent à l'avance à repousser le cadeau des solliciteurs. La secte a essayé de déjouer cette vigilance en recommandant aux quêteurs de s'habiller et de se comporter normalement afin de ne pas être trop reconnaissables. Certains ont même des bagages avec eux. Mais même le déguisement n'a pas très bien réussi au Krishna. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui ne savent pas accepter les cadeaux opportuns dans des lieux publics comme les aéroports. Par sa façon de se défendre contre les Krishnas, la société affirme la valeur qu'elle accorde à la réciprocité. On préfère s'efforcer de les éviter plutôt que soutenir victorieusement l'assaut de leur générosité. La règle de la réciprocité qui donne toute sa force à leur tactique est trop puissante et trop utile à la société pour qu'on veuille l'enfreindre. Hop. Alors, donc je regarde vos commentaires. Voilà, donc le livre qu'on lit, c'est Influence et manipulation. Vous l'avez aussi, alors la nouvelle édition, c'est Influence et persuasion. Voilà, mais le contenu est quasiment le même. Et vous avez le live d'hier qui est sur ma chaîne YouTube où on a lu le chapitre 1 et là c'est le chapitre 2. Je fais partie de ISKCON, l'association internationale pour la conscience Krishna. Ah mais voilà, oui, parce que comme tu en as parlé tout à l'heure, voilà, ouais. Alors après, voilà, il prend cet exemple, mais après chacun... Enfin là, c'est l'objectif, c'est pas un débat de croyance ou quoi, mais voilà. Hop. Ok, donc la figure 4. Donc on voit quand même que là, en fait, même si on ne croit pas du tout même si on ne trouve ni la personne sympa, ni on adhère à des croyances, ni on adhère à ce que la personne veut nous vendre, l'humain se sent toujours obligé de rendre ce qu'on lui a offert. Et donc on préfère carrément ne pas avoir un cadeau, ne pas recevoir quelque chose, parce qu'on se dit cette personne, elle va me demander quelque chose en retour. Et c'est vrai qu'on le voit, même par exemple quand on donne un prospectus ou quoi, eh bien on va même pas l'accepter, soit parce qu'on n'est pas intéressé, soit parce qu'on se dit cette personne-là, si j'accepte le prospectus ou un cadeau, etc., elle va mal paguer pour aller me vendre quelque chose derrière, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des techniques qu'on retrouve souvent, même par exemple devant des boutiques qui viennent d'ouvrir et qui veulent nous faire tester des choses, etc. L'objectif, c'est d'attirer pour ensuite se sentir un peu obligé d'entrer au moins dans la boutique et de commander quelque chose parce que on va pas profiter de quelque chose de gratuit sans donner en retour, quoi. Donc c'est vrai que c'est très très souvent utilisé. Je sais pas si vous avez eu des expériences comme ça. Est-ce que vous vous êtes senti obligé d'acheter ou de répondre à une demande comme ça, un cadeau voilà, c'est intéressant de voir ça, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Alors, donc figure 4, Krish Noël. Ces membres de Krishna sont interpellés pour quête non autorisée sur la voie publique
où ils offraient des friandises aux passants pour les inciter à faire des dons. S'ils poussent cette fois l'art du camouflage un peu loin, parce que vous voyez que donc ils sont déguisés en Père Noël, ils savent toujours tirer le meilleur parti de la règle de la réciprocité. La politique, donc je continue. La politique est aussi un domaine de choix pour l'exercice de la réciprocité. Donc là, on va voir dans le domaine politique, donc ça va être très intéressant aussi. Alors, les tactiques de réciprocité y existent, à tous les niveaux. Au sommet, les élus ont pour habitude de se renvoyer l'ascenseur, ce qui les amène parfois à se trouver en d'étranges compagnies. Le vote inattendu d'une loi par un représentant du peuple peut bien souvent s'expliquer comme une politesse rendue à l'inspirateur du texte. Les observateurs s'étonnaient de voir Lyndon Johnson, au début de son mandat, faire passer si facilement son programme au Congrès. Les membres du Congrès, que l'on pensait les plus opposés à ses propositions, les votaient. L'étude de cette question par la science politique suggère une explication nouvelle. Ce succès ne serait pas tant à attribuer au sens politique de Johnson qu'à toutes les faveurs qu'il avait pu prodiguer aux autres élus pendant les longues années où il avait exercé une grande influence à la Chambre des représentants et au Sénat. En tant que président, il put susciter un nombre étonnant de mesures législatives en jouant sur le souvenir de ses faveurs. C'est le même phénomène d'ailleurs qui explique les ennuis de Jim Carter avec le Congrès au début de son mandat, malgré l'existence d'une large majorité démocrate dans les deux assemblées. Lorsque Carter accéda à la présidence, il était étranger à l'établissement politique de Washington. C'est même sur ce thème qu'il mena campagne, en déclarant qu'il n'avait aucune dette à l'égard de qui que ce soit à Washington. Une grande part de ses difficultés lors de son arrivée au pouvoir sont dues au fait que personne, non plus, n'avait de dette envers lui. À un autre niveau, on peut constater la même force de la règle de la réciprocité. Le désir qu'ont les individus, comme les grandes sociétés, de faire des cadeaux à leurs magistrats et aux élus, et les restrictions légales qui s'y opposent sont également révélateurs. La liste des organismes qui, lors des scrutins importants, apportent leur contribution à la fois aux candidats des deux bords est très parlante quant aux motivations de ces soutiens. Pour convaincre les sceptiques, je citerai l'exemple de Charles Keating, qui corrobora avec un rare aplomb l'objectif de donnant-donnant visé par ses généreux contributeurs. Ce dirigeant de caisse d'épargne fut condamné aux États-Unis sur de multiples chefs d'accusation de fraude et de malversation. Comme on l'interrogeait sur les rapports éventuels entre son soutien, pour 1 300 000 $, à la campagne de 5 sénateurs et l'aide que ceux-ci lui apportèrent ensuite lors de ses démêlés judiciaires avec les autorités fédérales, il déclara « Non seulement j'en avoue l'existence, mais je le crie haut et fort. J'espérais bien qu'il saurait me remercier. » Au niveau plus local, les organisations politiques ont compris que l'un des meilleurs moyens de conserver leurs hommes d'affaires est de faire en sorte qu'ils accordent aux électeurs un grand nombre de petites faveurs. Mais les citoyens de base ne sont pas les seuls à troquer un vote contre de modestes faveurs. Au cours de la campagne électorale organisée en 92 aux États-Unis, en vue de l'élection présidentielle, on demanda à l'actrice Sally Kellerman pour quelle raison elle prêtait son nom et ses efforts au démocrate Jerry Brown, pressenti pour remporter les primaires. Voici sa réponse. Il y a 20 ans, j'ai sollicité l'aide de 10 amis pour lancer ma carrière. Il a été le seul à se manifester. Bien entendu, le pouvoir de la réciprocité s'exerce aussi dans le domaine commercial. Parmi d'innombrables exemples, examinons 2 cas qui ne nous sont pas familiers.
inspiré de l'idée de l'échantillon gratuit. Voilà, c'est ce que je vous disais. Cette technique de vente a derrière elle une longue histoire d'efficacité. Dans la plupart des cas, une petite quantité de produit est fournie aux clients, apparemment pour leur permettre de l'essayer et de voir s'il leur convient. C'est d'ailleurs un motif tout à fait légitime, le fabricant cherchant à faire découvrir au public la qualité de son produit. Mais le grand avantage de l'échantillon gratuit est d'être en même temps un cadeau, et par conséquent d'engager le processus de réciprocité. Tout à fait dans l'esprit Jiu-Jitsu, le commerçant qui donne des échantillons gratuits peut susciter le sentiment d'obligation dû au cadeau tout en ayant l'air de vouloir seulement informer. Un des lieux de prédilection de l'échantillon gratuit est le supermarché, où l'on offre parfois aux clients des petits cubes de viande ou de fromage. Beaucoup de gens trouvent difficile d'accepter un échantillon proposé par une vendeuse souriante et de se contenter de rendre le cure-dent et de partir. Ils achètent donc le produit même si celui-ci ne leur a pas particulièrement plu. On peut trouver un exemple de ce procédé dans le cas, cité par Vance Packard dans La persuasion clandestine, de ce supermarché dans l'Indiana où un démonstrateur avait réussi le tour de force de vendre un quintal de fromage en quelques heures. Il avait simplement exposé le produit et invité les clients à se servir gratuitement pour le goûter. La société Amway, société florissante qui vend des produits d'entretien et des articles de toilette, utilise une autre version de cette tactique, dans son vaste réseau de vente au porte-à-porte. Elle se sert de l'échantillon gratuit comme d'une mouche qui consiste en un assortiment de produits Amway, cire pour les meubles, détergents, shampoings, déodorants, bombes insecticides, produits pour vitres, apportés à domicile au client dans une mallette spéciale ou simplement dans un sac en plastique. Le manuel d'Amway, à l'usage des vendeurs, recommande de laisser le tout au client pour 24, 48 ou 72 heures, gratuitement et sans obligation d'achat. Demandez-lui simplement d'essayer le produit, c'est une offre que personne ne refusera. À la fin de la période d'essai, le représentant d'Amway revient et prend les commandes pour les produits que le client désire acheter. Comme normalement le client n'a eu le temps d'utiliser complètement aucun produit, le vendeur peut alors apporter les échantillons au client suivant et recommencer l'opération. Certains représentants d'Amway ont plusieurs de ces mouches en circulation en même temps. Vous avez déjà compris que ceux qui ont accepté la mallette et utilisé les produits sont pris au piège dans la règle de la réciprocité. Nombre d'entre eux cèdent à un sentiment d'obligation quand ils commandent ces produits qu'ils ont essayés et par conséquent consommés. Bien entendu, la société Amway en est parfaitement consciente. Même dans cette société qui connaissait depuis le début une croissance exponentielle, la mise en place du système de la mouche a été un événement. D'après les distributeurs régionaux, les résultats sont incroyables, sont exceptionnels. Incroyable, nous n'avons jamais vu cela. Le produit se distribue à une vitesse incroyable et ce n'est qu'un début. Les distributeurs locaux ont utilisé les mouches et les ventes ont fait un bond incroyable. L'idée la plus formidable qu'on ait jamais eue. Les clients achètent en moyenne la moitié des produits lorsque le représentant repasse. En un mot, fabuleux. Nous n'avons jamais eu de tels résultats. Les responsables des ventes semblent surpris, agréablement, mais surpris, par le remarquable succès de la mouche. Mais vous et moi nous ne devrions plus l'être. Alors, je regarde juste jusqu'où on va lire. Ok. Donc on va encore lire 3 pages et on aura terminé la lecture pour ce soir. La règle de la réciprocité opère dans de nombreuses situations humaines,
où n'intervient aucun élément commercial. Mon exemple favori de la force de réciprocité est tiré par ce type de situation. Le savant européen Ebel Eibefeld rapporte l'histoire d'un soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale. Celui-ci devait capturer des soldats ennemis et les ramener au camp où ils étaient interrogés. Du fait de la nature de la guerre des tranchées, il était extrêmement difficile pour les armées de franchir le no man's land, les séparant des lignes ennemies. Il était moins difficile pour un soldat seul de traverser cette zone en rampant et de se glisser dans la tranchée ennemie. Les armées de la Grande Guerre avaient des spécialistes de ce genre d'expédition qui enlevaient les soldats ennemis pour interrogatoire. Le spécialiste allemand de notre histoire avait réussi de nombreuses missions de ce genre. Repartant pour une nouvelle mission, il réussit à se faufiler jusqu'aux lignes ennemies et à surprendre un soldat français isolé. Celui-ci, pris au dépourvu, en train de manger, se laissa facilement désarmer. Affolé, n'ayant à la main qu'un morceau de pain, il accomplit alors un acte qui allait compter dans sa vie. Il donna du pain à son ravisseur. L'Allemand fut si troublé par ce geste qu'il ne lui fut pas possible de remplir sa mission. Il tourna le dos au captif donateur, traversa le no man's land et rentra, bredouille, affronter le courroux de ses supérieurs. Un exemple aussi convaincant du pouvoir de la règle de réciprocité est celui d'une femme, Diane Louis, qui eut la vie sauve, non pas en donnant quelque chose, comme le soldat évoqué ci-dessus, mais en refusant un cadeau et en même temps des obligations lourdes de conséquences. Elle résidait au sein de la communauté de Johnstown, créée au Guyana par James Jones, fondateur du Temple du Peuple. Lorsqu'en novembre 1978, John appela l'ensemble de ses membres de la secte au suicide, la plupart d'entre eux obéirent et moururent après avoir absorbé une boisson tirée d'une cuve empoisonnée. L'ordonnancement des cadavres montra combien le massacre avait été soigneusement calculé. Quant à Diane Louis, rejetant l'injonction de Jones, elle réussit à quitter le camp et à s'enfuir dans la forêt équatoriale. Elle déclare y être parvenue parce que par le passé, elle avait décliné l'aide de Jones à un moment où elle en aurait eu besoin. Malade, elle avait alors refusé les aliments spéciaux qu'il lui offrait. Je savais que si j'acceptais ces marques de privilège, je tomberais en son pouvoir, et il n'était pas question que je lui sois redevable de quoi que ce soit. Alors on va lire, 1, 2, 3, 4, voilà, donc on va lire 4 pages, et donc c'était un peu plus, 4 pages, et puis on a terminé la lecture pour ce soir, donc c'est la dernière partie. Donc je vous remonte le livre. Donc c'est Influence et manipulation. On en est au chapitre 2. Voilà. Vous avez le chapitre 1, donc on l'a lu hier. Et j'ai mis le replay sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez écouter le replay d'hier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà. Bonsoir l'autre fille. Donc n'hésitez pas, et vous pouvez aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne pour la soutenir, et voilà. Coucou Esme. Je pourrais te donner quelques conseils si tu veux après la lecture. Voilà, si tu veux essayer d'apprendre à lire. Enfin en tout cas à améliorer quoi. Alors donc je continue. Les dettes forcées. Nous avons vu que le pouvoir de la règle de réciprocité est tel qu'en y recourant, des personnes étranges, antipathiques ou importunes peuvent augmenter leurs chances de nous faire accéder à leurs requêtes. Mais il y a d'autres aspects que la règle qui intervient. On peut déclencher en nous un sentiment de dette en nous donnant quelque chose que nous n'avons pas sollicité. Rappelons que la règle stipule seulement qu'il faut donner à qui nous a donné un avantage. Le même genre d'avantage. Il n'est pas nécessaire que nous ayons demandé quelque chose pour que nous nous sentions obligés de rendre l'appareil.
Cela ne veut pas dire que nous n'éprouvons pas un sentiment d'obligation plus fort si nous avons sollicité une faveur, mais seulement que ce sentiment existe même si nous n'avons rien sollicité. Si l'on réfléchit à l'utilité sociale de la règle de réciprocité, on comprend qu'il ne peut pas en être autrement. La règle a été établie pour encourager le développement de relations réciproques entre les individus, de sorte que quelqu'un puisse entreprendre une telle relation sans risquer d'y perdre. Pour que la règle soit efficace, il faut qu'un service non sollicité soit capable de créer une obligation. Rappelons aussi que les relations de réciprocité sont un grand avantage pour les sociétés où elles s'établissent et qu'il y aura donc une forte pression sociale en faveur de la règle. C'est ainsi que Marcel Mauss, le grand anthropologue français, décrivant les pressions sociales s'exerçant sur les procédures de don dans la société humaine, a pu parler de l'obligation de donner, l'obligation de recevoir et l'obligation de rendre. Bien que l'obligation de rendre constitue l'essence même de la règle de réciprocité, c'est l'obligation de recevoir qui rend la règle si facile à exploiter. L'obligation de recevoir réduit notre liberté de choisir envers qui nous nous endettons et met ce pouvoir entre les mains d'autrui. Revenons aux exemples précédents pour voir comment se déroule le processus. D'abord, l'étude de Reagan, où nous voyons que l'acte incite les sujets à acheter 2 fois plus de billets de loterie n'avait pas été sollicité. Joe était allé de son propre chef chercher 2 Coca-Cola, un pour lui et un pour le sujet. Il n'y a pas eu un seul sujet pour refuser le Coca-Cola. Il est facile de comprendre pourquoi il aurait été délicat de décliner l'offre. Joe avait déjà dépensé son argent. Offrir cette boisson était un acte tout à fait naturel en la circonstance, étant donné surtout que Joe en avait pris une pour lui. Il aurait été impoli de ne pas répondre à son amabilité. Mais l'acceptation de ce Coca-Cola crée une dette, ce qui se manifesta clairement au moment où Joe exprima son désir de vendre ses billets de loterie. Remarquons l'asymétrie de la situation. Tous les choix véritables sont faits par Joe. C'est lui qui choisit le don initial et c'est lui qui choisit la façon d'acquitter la dette. Certes, on pourrait dire que le sujet était libre de dire non aux 2 propositions de Joe, mais en fait cela n'était pas si facile. Pour refuser une des 2 propositions, le sujet aurait dû combattre les forces sociales favorisant les pactes de réciprocité que Joe, en véritable maître de Jiu-Jitsu, s'était concilié. La manière dont un don non désiré peut créer, à partir du moment où il a été reçu, une dette, est très bien illustrée par la technique de sollicitation du mouvement Krishna. Lors de mes observations répétées de leur quête dans les aéroports, j'ai pu remarquer les différentes réponses de la part des victimes. La plupart du temps, les choses se déroulent de la manière suivante. Un client de l'aéroport, par exemple, un homme d'affaires, au milieu de la foule, se hâte vers la sortie. Le quêteur de Krishna lui coupe la route et lui tend une fleur. L'homme, pris par surprise, la saisit. Presque aussitôt, il veut la rendre, déclare qu'il n'en veut pas. Le quêteur répond que c'est un cadeau de l'association pour la conscience de Krishna, qu'il faut l'accepter, mais que cependant un don pour les bonnes œuvres de l'association serait un geste apprécié. La victime proteste de nouveau. « Je ne veux pas cette fleur, tenez, reprenez-la. » Le quêteur refuse à nouveau. « C'est un cadeau pour vous, monsieur. » L'homme d'affaires est en proie à un conflit qui commence à apparaître sur son visage. Doit-il garder la fleur et s'en aller sans rien donner en retour, ou doit-il céder à la pression de la règle si profondément ancrée en lui et donner quelque chose? C'est maintenant sa posture qui révèle son conflit intérieur. Il s'écarte de son interlocuteur, semble décidé à s'enfuir, puis se rapproche à nouveau. Poussé par la force de la règle,
Son corps s'incline en arrière une dernière fois, mais rien à faire. Il ne peut pas s'échapper. Avec une grimace de résignation, il fouille dans sa poche et en extrait $1 ou deux, qui sont gracieusement acceptés. Il peut maintenant partir librement, ce qu'il fait, son cadeau à la main, jusqu'à ce qu'il rencontre une poubelle où il jette la fleur. Tout à fait accidentellement, j'ai été le témoin d'une scène qui m'a démontré que les Krishnas savent très bien que la plupart du temps leurs cadeaux sont importants. Lors d'une journée consacrée à l'observation d'un groupe de quêteurs à l'aéroport international OR de Chicago, il y a quelques années, je remarquai qu'une des filles quittait fréquemment le groupe et revenait avec des provisions de fleurs. Il se trouva que j'avais décidé de faire une pause au moment où elle partait à nouveau au ravitaillement. N'ayant rien de mieux à faire, je lui emboîtai le pas. Or, sa mission consistait à jouer les chiffonniers. Elle allait de poubelle en poubelle, dans la zone entourant l'aérogare centrale, pour récupérer toutes les fleurs abandonnées par les victimes de Krishna. Elle revint ensuite avec ces fleurs soigneusement recouvertes, dont certains avaient dû être recyclés déjà bien 2 fois, et les distribua à ses camarades pour recommencer le jeu de la réciprocité une fois de plus. Ce qui me frappa le plus, c'est que la plupart de ces fleurs avaient entraîné des dons de la part des gens qui les avaient jetées aux ordures. La règle de la réciprocité agit de telle façon qu'un don indésirable, au point d'être rejeté à la première occasion, était néanmoins efficace et exploitable. Les Krishnas ne sont pas les seuls à savoir que des cadeaux non désirés créent un sentiment d'obligation. Combien de fois avons-nous reçu de petits cadeaux par la poste, cartes de vœux, porte-clés, de la part d'organismes charitables, qui joignent à leur envoi un appel à notre générosité. J'en ai eu 5 l'année dernière, 2 provenant d'organisations de mutilés de guerre et les autres d'organismes missionnaires ou d'hôpitaux. Tous les messages accompagnateurs avaient un point en commun. L'envoi devait être considéré comme un cadeau. Si je désirais envoyer de l'argent, ce ne serait pas à titre de paiement, mais plutôt de don. Comme le disait la lettre de l'un des organismes missionnaires, le paquet de cartes de vœux que j'avais reçu n'était pas à payer, mais avait pour but d'encourager votre générosité. Sans parler des évidents avantages de ce système du point de vue fiscal, on peut voir pourquoi il est plus profitable pour l'envoyeur que ces cartes soient considérées comme un cadeau et non comme une marchandise. Une forte pression culturelle nous oblige à rendre l'appareil lorsque nous recevons un cadeau même non désiré, mais rien ne nous oblige à acheter des articles dont nous n'avons que faire. Voilà. Donc j'ai terminé la lecture pour ce soir. Alors, je regarde ce qu'il nous reste à lire pour le chapitre 2. Voilà, donc du coup, on lira le chapitre 2 sûrement vendredi. Pas demain, mais vendredi, enfin on le terminera. Voilà, donc on a lu la première partie du chapitre 2, influence et manipulation. Hop, voilà. De rien pour la lecture, avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà été victime de ça? Moi, personnellement, oui, évidemment. Je pense qu'on l'a tous été à un moment donné. Et est-ce que vous l'avez déjà fait ou pas? N'hésitez pas à nous dire. Si vous avez déjà utilisé ces techniques et si ça a déjà marché. Merci Didi Kani pour le cœur. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont tapoté sur le live. Voilà, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Donc moi je fais de la lecture de livres. Donc vous voyez, c'est que du développement personnel. Et je fais voilà le soir. Donc c'est le soir. Là en ce moment, donc je me connecte vers 20h pour faire les lectures. Avant c'était plus 21h, 21h30. Mais comme je vous disais, là on va essayer de lire un peu plus tôt.
Et voilà, parce qu'avec l'hiver, tout ça, attendre 21h, 21h30, enfin pour moi, ça fait trop tard. Donc voilà. Mais vous avez tous les replays sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller vous abonner, à aller mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Voilà. C'est la... je vous fais du chantage, c'est la règle de la réciprocité. Non, je rigole. Mais en tout cas, voilà, si ça vous intéresse et que vous aimez bien le format vidéo, vous pouvez les écouter en mode podcast. Donc voilà, c'est intéressant pour vous. Voilà. Derrière cette casse à cœur. Merci Aura Farah. Yes. Alors le livre d'avant qu'on a lu, c'est Devenir super conscient Bino. Donc c'est le livre qu'on a lu juste avant Influence et manipulation. Et tu as les replays sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir si tu veux le contenu. Alors j'ai démarré la chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Et enfin en tout cas de mettre les replays des lives. Du coup, donc c'est qu'à partir du chapitre 5. Mais en gros c'est une vingtaine de vidéos. Hein, donc voilà, il y a quand même beaucoup. Et vendredi, alors vendredi, je vous dirai à quelle heure. Ce sera plus tard là. Ce sera sûrement 21h. Mais je vous mettrai en story l'heure du live. Voilà. Donc je vous mettrai en story. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes stories. Comme ça, je vous mettrai l'heure. J'essaye de vous prévenir à l'avance. Voilà. Hop. Bonsoir l'instant. Bonsoir tout le monde. De rien. De rien, de rien. Hop, donc on a lu Influence et manipulation. Hop, donc si vous avez des questions sur les livres qu'on a lus, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez nous partager, si jamais vous avez déjà lu ces livres-là, que vous voulez nous partager ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Sinon, voilà, s'il n'y a pas plus de commentaires, on se retrouvera vendredi. Donc le livre Influence et manipulation. Alors je vous remontre la table des matières. Du coup, on lira la prochaine fois des échanges inéquitables, les concessions réciproques et comment dire non. Et puis voilà, ensuite le chapitre 3 c'est engagement et cohérence. Donc l'engagement, l'acte magique, l'œil public, l'effort supplémentaire, le choix intérieur. Ensuite la preuve sociale. La sympathie, le gentil voleur, voilà l'apparence physique, la similarité, les compliments. Ensuite, donc le principe d'autorité, donc connotation et contenu, les titres, les vêtements, accessoires. Ensuite, le principe de la rareté. Donc voilà, et après, épilogue. Merci user18. Merci beaucoup. Belle soirée à toi, ALD. Oui, ben en fait, je fais des live lectures depuis un moment et donc on est pas mal à chaque fois à suivre les lives. Et, et là, c'est vrai que bon, j'ai changé l'horaire, mais en tout cas, voilà, on a lu déjà beaucoup de livres. On a lu tous les livres que vous avez là, sauf les 7 habitudes qui empêchent d'être soi-même. Après, ici, donc on a lu L'effet cumulé, on a lu les livres de Joe Dispenza. Voilà. On a lu Deep Work. Et dans tout cela, ce qu'on n'a pas encore lu, c'est ces livres-là que vous avez. Donc les dépendances affectives, la puissance de la pensée, Jung et les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc le prochain qu'on lira, ce sera sûrement Jung, soit les dépendances affectives. Peut-être qu'on relira Réfléchissez et devenez riche si vraiment vous voulez qu'on le lise. Et les 7 habitudes. Donc on verra par la suite quoi. Comment dire non, c'est la partie très importante. Ouais, c'est ça. C'est
comment se sentir bien avec soi-même, comment se sentir à l'aise pour dire non, quoi. Et c'est un peu le combat intérieur, quoi. Mais il faut pas se sentir obligé. Mais c'est ça, comme on a des règles sociales et que on est dans des sociétés où on se sent obligé de faire certaines choses, parce que sinon on culpabilise hein, aussi. Donc, mais ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Et puis à force d'être tout le temps sollicité, on apprend à dire non. On voit que le non n'a pas vraiment d'impact, à part, bon voilà, enfin en tout cas on vit avec ça quoi. Et donc du coup on a beaucoup plus facilement l'habitude de dire non. Et c'est pour ça que souvent dans les grandes villes, quand on est très sollicité, et ben on passe en fait, les gens calculent pas quoi. Parce qu'on est tellement, tellement sollicité que on est habitué à ça. Merci Bino, bienvenue à toi. Yes, 1P. En fait, on a lu ce soir la première partie du chapitre 2 du livre de Robert Cialdini. Et sur le prochain live, on lira la partie 3, enfin la deuxième partie du chapitre 2. Et en fait, moi, donc je m'appelle Marine et je fais de la lecture de livres de développement personnel. On a lu plein de livres déjà que vous pouvez voir ici. Et sur plein de sujets différents. Non, les autres, ils sont pas sur YouTube parce que je savais pas du tout en fait que TikTok enregistrait les lives et donc je savais pas que je pouvais les mettre en replay, donc c'est bien dommage. Mais c'est pour ça que je vous disais, il y a certains livres peut-être qu'on pourra relire si ça vous intéresse. Par exemple, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Celui-là, c'est le premier que j'avais lu avec vous et c'était il y a longtemps, donc on pourra le relire si ça vous intéresse. Et dans cette sélection, mes meilleures lectures, alors donc celle que à chaque fois je recommande, alors il y a celui de Christophe André sur l'estime de soi, donc il y a un psychiatre français, donc Imparfait, libre et heureux, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, les livres de Joe Dispenza, les 4 accords Toltec. Après, le pouvoir du moment présent, il est assez compliqué. Donc, pour des personnes qui démarrent, en fait, c'est un livre spirituel, donc c'est vrai que il n'est pas évident à lire, mais il est super. Il n'est pas évident à lire. Voilà, après, chaque livre est différent et chaque livre apporte quelque chose. Et puis, ça dépend de la personne qui les lit aussi et de son état d'esprit au moment où la personne lit le livre. Donc, c'est difficile de conseiller des livres. Il faut déjà un peu connaître la situation de la personne pour pouvoir lui recommander des livres qui pourraient lui correspondre. Merci cette casse à cœur. Merci Lunello. L'émotionnel indissociable de l'être humain. Tout à fait, on a des émotions. Tout à fait. On a cette partie émotionnelle et c'est très bien. Et il faut être à l'aise avec et savoir vivre avec cette partie émotionnelle en nous. De toute manière, sinon le corps, on en a beaucoup parlé sur le livre de Joe Dispenza, mais le corps encaisse les émotions, donc il faut vivre ces émotions, les comprendre. Moi, je vous dis toujours que c'est des indicateurs, hein, les émotions. Et donc, quand on culpabilise, quand on dit non, en général, il faut aller comprendre quelle est l'émotion qu'il y a derrière, pourquoi on n'ose pas dire non, quelle est l'émotion qu'il y a derrière. Alors, je vends pas des livres, par contre, vous pouvez retrouver mon lien dans ma bio. Vous avez toutes mes recommandations de livres de développement personnel. Donc, vous cliquez sur mon lien en bio et c'est ma boutique Amazon. Donc, vous pouvez les commander dessus, ça permet de soutenir la chaîne. Parce que c'est des liens affiliés, donc je touche une petite commission. Et voilà. Mais après, sinon, je vends pas de livres en particulier, quoi. Mais je vous les recommande, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Coucou user, coucou Kaya. Ah oui, c'est la période de tempête en période de partiel. Bah, merci déjà d'être là, hein. Merci de nous faire un petit coucou. Ça me fait vachement plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Et je te souhaite plein de courage. Et on t'envoie plein de force, plein d'énergie, parce que les partiels, c'est pas du tout évident. Enfin, ça demande... voilà, c'est une période qui est courte, mais intense. Donc voilà, bon courage à toi. J'espère que ça va le faire en tout cas. Et de toute façon, je sais que tu donneras ton maximum et c'est le principal. Et puis après, le résultat, après, ça dépend. C'est vrai que les partiels, c'est toujours... Et après, bon, il y a les rattrapages, mais c'est un one-shot, quoi. Donc c'est pas évident, mais en tout cas, je sais que tu vas y arriver, Kaya. Bon courage à toi. Et tu vas y arriver, en tout cas. Ne te dis pas autre chose. J'y arrive, je vais y arriver. Et voilà. Avec plaisir, yes. Ouais, c'est 3 semaines, c'est ça. Ok. Bah, c'est 3 semaines marathon. Donne-toi à fond, concentre-toi sur ça. Oublie pas d'aller prendre l'air un peu, marcher, etc. Mange bien parce que c'est important. Il faut aussi essayer de bien manger parce que ça va te donner des vitamines et tout ça. Et voilà. Et après, voilà. Et oui, avec le temps, tu cernes rapidement quand on te fait du chantage émotionnel. Bah après c'est... Disons que surtout les assos, après, chacun a... On a tous des objectifs. Quand on crée une association, l'objectif, c'est de la faire vivre. Donc, les techniques qu'on voit dans ces livres-là, c'est pas forcément enfin, une mauvaise chose en soi, ça dépend. Là, c'est vrai qu'on parle de secte, etc. Alors, est-ce que c'est une secte? Voilà, en tout cas, euh, l'idée, c'est d'avoir des techniques pour obtenir certaines choses. Je comprends, moi, pas, enfin, je comprends que des associations, après, si les assos sont sérieuses, etc., utilisent ces techniques-là pour avoir des dons, pour se développer et faire des bonnes choses, quoi. Ça, bon, chacun, voilà, chacun a ses techniques pour obtenir ce qu'il veut. Mais c'est vrai que forcément, quand on parle d'assos, etc., l'objectif c'est de faire, de déclencher des émotions, quoi. Mais même dans tout ce qui est commercial, l'objectif c'est ça, c'est le chantage émotionnel. Donc c'est de vous déclencher quelque chose, une émotion, pour attirer votre attention et du coup que ça vous emporte et que vous adhériez au truc, quoi. Bon courage, Kaya, en tout cas. Tu nous donneras des nouvelles, hein, ou tu me diras en message comment ça s'est passé. N'hésite pas à me dire. En tout cas, voilà. On te souhaite plein de bonnes choses. Quel est le premier livre à lire? Ça, c'est pareil. Ça dépend. Quel est ton besoin en ce moment? Comment tu te sens? Comment tu te sens dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de travailler sur toi? Euh, Est-ce que c'est vraiment intérieur? Est-ce que ça dépend? Voilà. Alors par contre, je dis beaucoup voilà. Je sais qu'à chaque fois, j'ai des commentaires là-dessus, mais j'arrive pas à... J'ai un tic de langage. Est-ce que j'applique toutes ces techniques? Alors, je les applique pas toutes comme ça. C'est sûr que non. Mais en fait, parfois, ça me vient. Et du coup, quand j'essaye... En fait, souvent, quand je prépare des choses, par exemple pour mon boulot ou des choses importantes, je vais essayer d'utiliser des techniques. Après, dans tout ce qui est développement personnel, oui, il y a des choses forcément que j'utilise des livres, mais j'utilise en fonction du moment, de la période, de ce dont j'ai besoin. Mais l'objectif, c'est pas de tout utiliser, c'est d'utiliser une, deux, trois choses qui vous correspondent sur le moment et d'apprendre. Et après, chacun fait comme il peut, surtout, et comme il a envie, quoi. Comme le fait qu'on utilise nos émotions dans les infos, c'est ça, c'est la manipulation par la peur. Aux infos, c'est ça, c'est quand on a peur, quand on est en état de vigilance, on va être fixé sur la chose qui nous fait peur. Parce on a besoin de contrôler, donc on a besoin d'informations. Donc quand on va nous parler d'un sujet qui fait peur, on va écouter. Parce que plus on écoute, plus on a de l'info, plus on va avoir l'impression de contrôler un peu la situation et de se dire,
ok, là j'ai des infos, du coup je vais agir de telle ou telle manière parce que là c'est inquiétant. Et c'est comme ça qu'ils font de l'audimat, c'est comme ça que voilà. Donc ils dirigent par la peur et puis il y a aussi le fait que c'est des émissions de télé, c'est diffusé auprès de millions de personnes. Il n'y a pas 50 000. Tout le monde ne peut pas avoir une émission de télé. On a la posture, c'est des journalistes. Donc on se dit c'est sérieux. On se dit qu'ils vont pas nous dire n'importe quoi et que s'ils nous le disent, c'est que c'est vraiment important et on doit écouter. Voilà, que c'est pour notre bien, vu que c'est des émissions. Et donc voilà, il y a plein de choses qui font que les gens regardent la télé et surtout et que les gens prennent au sérieux les infos. Ouais, voilà. Après, il y a les images aussi. En fait, il y a les images, il y a la musique, il y a les sons, il y a les mots. Enfin, tous nos sens sont appelés dans ça, quoi. Lisez le livre La clé. Lisez le livre La clé, loi de l'attraction de Jack Canfield. Vous allez être choqués du changement. Merci Mars. Je vais faire une capture d'écran. Je vais regarder, ouais. Euh, Est-ce que c'est un peu comme ce qu'on a lu sur Joe Dispenza par rapport au subconscient, au fait qu'on peut attirer à nous quand on change nos modes de pensée, etc. Est-ce que c'est un peu comme ce type-là de livre sur le subconscient? Oui, mais c'est ok. Bah merci Mars. Je vais regarder, ouais. Ce serait intéressant de le lire, du coup. Parce que c'est vrai qu'on lit plein de choses différentes, mais du coup, après, on choisit un peu ce qu'on... en fait, on a des périodes, quoi. On a lu Le pouvoir du moment présent. En fait, on a lu le Lise Bourbeau à un moment, et puis du coup, ça nous a amené sur le pouvoir du moment présent. On a lu les 4 accords Toltec, donc on était vraiment sur de l'introspection, de la spiritualité, etc. On a lu Joe Dispenza. Donc vous voyez, c'est des choses où on est vraiment sur le subconscient, l'intérieur, l'ego, le mental, etc. Et après, j'ai voulu un peu changer, donc on lit influence et manipulation sur des techniques, voilà, techniques de persuasion. Mais après, pourquoi pas revenir sur des techniques, voilà, qui nous permettent de créer la vie que l'on souhaite, quoi. Au fond, nous reproduisons inconsciemment aussi. Oui, oui, bien sûr. Bah après, inconsciemment, on a déjà testé ces techniques-là et on sait on sait comment obtenir des choses de certaines personnes inconsciemment. Donc après, quand on lit ces livres-là avec les techniques, c'est vrai que ça nous permet par exemple, quand on a un objectif ou quand on réfléchit, là par exemple sur l'environnement politique, quand vous lancez un produit, vous avez envie de vendre quelque chose, vous allez avoir une stratégie. Donc là, vous allez utiliser consciemment ces techniques-là pour obtenir quelque chose. Mais après, oui, de toute façon, dans les relations humaines, on est toujours inconsciemment dans des techniques un peu pour de donnant-donnant, en fait, aussi, par rapport à ce qu'on a lu là, quoi. Mon préféré, mon livre préféré... honnêtement, j'en ai pas. C'est vrai qu'on me demande souvent, mais en fait, comme ils sont tous quand même différents, ils apportent tous des choses. Donc, et puis ça dépend les domaines, quoi. On a des livres sur plein de domaines différents. Donc, après, si je devais en avoir qu'un, pour moi, ça serait un livre d'introspection sur le subconscient, sur comment se connaître. Donc, ça serait plus un livre type Lise Bourbeau, Joe Dispenza, Christophe André. Le reste, c'est de la stratégie, du relationnel, c'est comment... voilà. Mais après, le livre de Napoléon Hill, il est très bien parce que je crois qu'il y a 10 ou 11 chapitres. Et sur chaque chapitre, en fait, il va parler de quand on veut atteindre un objectif. Bon, là, c'est devenir riche, se faire de l'argent, etc. Il y a plusieurs étapes.
il parle du pouvoir du subconscient, il parle de la manifestation, d'attirer, après il parle des plans d'action, de l'entourage, etc. Donc c'est un peu tous les ingrédients pour avoir du succès. Donc celui-là, il est vraiment bien aussi. Il est très complet. Mais après, il faut aller creuser, comprendre, etc. Donc c'est vrai qu'il y aura des livres plus précis sur certains chapitres grâce à d'autres livres qui viennent compléter. Le livre qui m'a le plus touchée, pour moi, c'est alors, par rapport à moi-même, qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et Christophe André sur l'estime de soi. Après, celui qui m'a le plus touchée au niveau d'expérience extérieure, enfin en tout cas lecture d'expérience extérieure, je dirais que c'est les livres de Joe Dispenza parce que il nous présente des transformations incroyables et du coup voilà, c'est hyper touchant. Après, dans le livre de Christophe André, comme c'est un psychiatre, en fait, il écrit des témoignages aussi de personnes qui veulent travailler leur estime d'elles-mêmes, qu'il a suivi en thérapie, etc. Et c'est aussi très touchant. C'est vrai que le livre de Christophe André, même quand je vous l'ai lu en live, il y a eu des moments où j'étais très touchée, quoi. Et on l'était tous, hein. Enfin tous. En tout cas, il y avait beaucoup de commentaires qui, quand on clôturait les lives, on était vraiment assez touchés, quoi. Donc, surtout en couple, on passe dans la manipulation. Mais en fait, dès qu'on est dans des relations, parfois on souhaite obtenir des choses et on le fait parfois très inconsciemment. Et c'est pas forcément égoïste, entre guillemets. Parfois, on va le faire pour, euh, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un ou pour améliorer la relation ou parce qu'on pense que ça sera le mieux, mais on le fait parce que nous-mêmes, on pense que ce soit dans une relation amoureuse, familiale, amicale, voilà. Donc c'est sûr que forcément on entre, et même professionnel, hein, enfin je veux dire, c'est dans tous les domaines quoi. Les 4 accords Toltec, il est très bien, je te le recommande. Les 4 accords Toltec, je vais essayer de le sortir sans tout mettre en l'air, voilà. On l'a lu, les 4 accords Toltec. Donc en gros, c'est Don Miguel Ruiz, donc il est chaman. Donc son père, alors en fait, en gros, alors je crois que c'était son père qui était chaman, mais en gros, il, euh, il a une lignée de chaman mexicain. Et en fait, il nous explique ce que c'est la tradition toltèque. En gros, c'est des principes de vie à appliquer pour être plus connecté à soi, pour être plus dans la conscience collective, pour se libérer de, des modèles sociétaux dans lesquels on vit, de tous nos conditionnements, etc. Voilà. Donc voilà, on peut se libérer. Donc en des termes très simples, comment on peut se libérer du conditionnement collectif qui est basé sur la peur pour se détacher, en fait se libérer, se détacher de tout ça et se reconnecter à soi. Donc il est facile à lire, vraiment. Souvent, enfin la plupart des gens qui l'ont lu, enfin moi j'ai toujours que des retours positifs. Et du coup, donc il y a 4 accords, il y en a un 5e dans un autre livre. Et donc le premier, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Voilà, donc dans le premier, que votre parole soit impeccable, il explique en gros qu'en fait, notre parole a un pouvoir extrêmement puissant, puisque tous les mots qui sortent de notre bouche ont un impact sur nous et sur les autres. La manière dont on se parle, les mots que l'on se colle, la manière dont on va se juger, dont on va se parler, dont on va s'encourager est extrêmement, extrêmement importante puisqu'elle s'ancre en nous. Et, euh, et, et, et la parole, les mots que l'on va
sortir de notre bouche pour les autres a aussi un impact hyper important pour les autres. Et donc, en gros, on impacte la société aussi par nos paroles. Voilà. Et donc, il explique comment, en fait, il faut aller vers le fait de mieux se parler, moins se juger, avoir une parole, des mots sains, et ne... Voilà, en gros, enfin, voilà, après... bon, c'est résumé comme ça, mais il faut le lire. Ensuite, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, il explique que en fait, quand une personne nous dit des choses, elle le dit par rapport à sa vision, par rapport à son jugement, son regard, et que ça lui appartient. Quand il nous arrive quelque chose, la plupart du temps, c'est parce que les autres pensent soit faire au mieux, en fait, ils traitent la situation par rapport à leur vision, et du coup, il faut toujours se dire, la personne le fait par rapport à son regard, mais n'a pas le mien, donc voilà. Alors, n'hésitez pas à compléter parce qu'on l'a lu il y a quelques temps, donc n'hésitez pas à compléter. Ensuite, ne faites pas de suppositions. Ben, en fait, simplement, il faut dialoguer. Il faut pas, en fait, quand on est devant une situation, on a toujours tendance à interpréter, à se faire des questions-réponses dans notre tête. Et en fait, parfois, on fait des suppositions qui sont totalement fausses, qui sont loin d'être la réalité. Donc l'objectif, c'est d'aller questionner, de ne pas se faire les questions-réponses seul dans son coin, mais d'aller vers les autres, échanger, comprendre, avoir plus d'empathie et voilà, se questionner et ensuite avoir un regard plus complet sur les choses, quoi. Voilà, sans se dire en fait, ah ben la personne a fait ça, c'est parce que ça. Non, en fait la personne elle l'a fait, il faut lui demander, il faut questionner, quoi. Et faire toujours de notre mieux pour ne pas avoir de regrets et faire les choses en aligné avec soi-même, avec ses valeurs, en pleine conscience, faire les choses avec tous les moyens que l'on a, voilà, faire de notre mieux, quoi. Donc voilà, il est vraiment bien. Il est vraiment très très bien et il est hyper accessible à lire, quoi. Il faudrait que je le relise d'ailleurs. Ça, c'est des livres que vous pouvez avoir, lire et relire très facilement. Alors, je regarde vos commentaires. Ah, coucou Cridi. Pas de soucis. On a terminé la lecture puisque j'ai commencé à 20h. Donc, voilà, il y aura le replay sur YouTube si tu veux écouter le début du chapitre 2. On a lu la moitié du chapitre. Voilà. J'espère que tu vas bien en tout cas. Et je sais pas pourquoi tu voulais t'excuser, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci en tout cas. Tu l'as terminé avant-hier. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, très bonne soirée, César Palace. Merci beaucoup. Coucou Jason. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Comment tu vas? Vous l'avez lu en... Yes, on l'a lu sur TikTok. Tous les livres que je vous présente là, soit on les a déjà lus, soit on les lira. Voilà, on a lu déjà tout ça. Et tout ce qui est en haut, on les lira. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé à mettre les replays des lives. Alors, ça a commencé à Joe Dispenza. Tous ces livres-là, on les a lus, mais malheureusement, j'ai pas les enregistrements. Parce que je savais pas au moment où on les lisait que TikTok les enregistrait. Donc, j'ai pas pu les mettre sur YouTube. Mais tous les prochains lives seront sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. C'est Madame-du-bas succès. Vous pouvez aller vous abonner, mettre des petits commentaires, des petits likes pour booster, soutenir ma chaîne. Voilà, ça serait hyper sympa. Ouais, beaucoup de gens disent que ça change une vie cette lecture. Oui, il y en a beaucoup qui disent que les 4 accords Toltec, en fait, ça fait voir les... En fait, ça fait prendre conscience qu'on est... on a tous... En fait, on est tous... Enfin, on est en général beaucoup dans des états de survie, de peur. Du coup, on est souvent replié sur nous-mêmes. On
On est souvent sur la défensive, dans le jugement de soi-même, jugement des autres. On est conditionné par nos sociétés, sauf que on vit tous dans des sociétés un peu différentes, donc on est dans l'inconnu des autres, on manque d'empathie, enfin voilà. Et même dans nos sociétés entre nous, on est toujours, voilà, il y a toujours un peu ces schémas-là de peur entre nous, etc. Et du coup, l'objectif, c'est de se libérer de ces conditionnements, de cette peur, pour aller vers plus d'épanouissement. Et du coup, bah, les 4 principes, ils sont hyper clairs. Alors, ils sont pas faciles à appliquer parce qu'il faut du temps, forcément, parce qu'on a été conditionné, on a des réflexes mentaux, on a des réflexes... voilà, c'est sûr que il faut du temps, mais ça se fait petit à petit. Il faut être... il faut être empathique et doux avec soi-même dans le sens où ça prend du temps de changer, mais il faut continuer à le faire. Et du coup, ces accords-là, en fait, ça va plus vers... En fait, on cultive la paix intérieure et du coup, en fait, on le transmet aux autres après, quoi. Et du coup, vous pouvez le garder dans votre sac, le lire et le relire. Voilà. Vous l'avez en lien dans ma bio si ça vous intéresse. Ben, n'hésite pas à le lire, Caro. Si on te l'a offert, c'est que tu devais le lire. Donc n'hésite pas à commencer par un premier chapitre et voir si ça te plaît. Mais n'hésite pas, en tout cas, moi je te le recommande. C'est ça. Cridi, ouais. On a lu on a déjà fait la lecture pour ce soir, c'était le chapitre 2. On a commencé à 20h. La vie des gens, c'est la vie des gens. Exactement, Jason. Très très bien dit. Exactement. Donc tous les avis et le regard qu'on a, c'est par rapport à notre vie, c'est ça. Les 4 accords Toltec, sur YouTube, je suis sûre que tu... Alors moi, sur ma chaîne, il n'y est pas. Mais on pourra le relire si vous voulez, comme ça je vous mettrai les replays. Mais tu peux trouver du contenu sur YouTube aussi. Coucou Legendary Football. Coucou. Voilà. On va clôturer le live. Donc comme je vous disais, maintenant on est sur un format où on va commencer plus vers 20h, 20h30. Et voilà, je vais essayer de faire des... Alors les lives seront à peine un peu plus courts, ils seront plus tôt, mais comme ça j'essaierai d'en faire plus souvent et d'avoir voilà, d'essayer de vous proposer vraiment du contenu beaucoup plus régulier dans la semaine, quoi. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Je vous remercie encore énormément d'avoir été présente et présent ce soir. Merci au Rafara d'avoir fait la modo. Merci beaucoup d'avoir été présente. J'espère que la lecture vous a plu. Donc vous pouvez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube. Donc Influence et manipulation. Vendredi, on terminera le chapitre 2. Et puis sûrement qu'on fera aussi des lives ce week-end. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à aller voir sur mon lien en bio, vous avez toutes mes recommandations de livres. Je vous ai aussi mis les derniers qu'on a lus en live, donc vous pouvez aller voir. Et ouais, désolé Cridi. Désolé. Mais vendredi, je ferai le live plus tard et je resterai plus longtemps. Donc si vous êtes là vendredi, on prendra plus de temps. Voilà, on fera un live plus long. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche sur mon profil, c'est en haut à droite je crois, ou à gauche, je sais plus, enfin c'est en haut quoi, pour avoir les notifs quand je passe en live. Et si mon compte vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Voilà, avec grand plaisir, vous êtes tous les bienvenus. Très très bonne soirée, je vous dis à vendredi. Et en attendant, vous pouvez aller voir les replays. Et je vous mets le replay de ce live juste après là. Je vais vous le mettre sur la chaîne. Donc vous pouvez l'écouter ce soir ou demain s'il vous plaît, quoi. Si ça vous intéresse.
Bonne soirée, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à vendredi. Bonne soirée.